Messieurs, ce soir, nous avons avec nous dans notre studio de l'After le président de la Fédération française de foot, Philippe Diallo. Bonsoir, président. Bonsoir à vous. Et merci d'être là. Je dis président parce que je suis moi-même président d'un modeste club. Donc après tout, Philippe est mon président. Absolument. On se demandait, Daniel, depuis quand on n'avait pas eu en studio un président de la Fédération française de foot dans l'After. Ça fait une éternité. Le bilan est rapide. L'After a démarré en 2006. Jean-Pierre Escalette était président de la 3F à ce moment-là. Il était venu et dans la foulée, Michel Duchossois. Fernand Duchossois. Ah oui, Michel, c'était un acteur. Pardon. Fernand. Et après, Noël Legrette, je ne sais pas pourquoi. Peut-être il n'aimait pas notre émission. On l'a moins venu. On l'a moins vu. Alors, on a eu Philippe Diallo, mais juste avant la campagne, quand vous nous aviez présenté votre plan de développement. Absolument. Et d'ailleurs, vous aviez été meilleur que vos adversaires. Non, mais c'est vrai. On l'avait dit. Ouais. Je ne sais pas, en tout cas, c'est ce qu'ont semblé croire les électeurs. Voilà. Bon, alors, si vous êtes là, évidemment, c'est pour parler de tous les sujets du moment. Et il y en a plein, notamment la révolution à venir dans la gouvernance du foot français. On va y venir dans quelques secondes. Je précise qu'après 23h, Marseille sera au programme après les déclarations du jour de Pablo Longoria et Mehdi Benatia. On fera le point également sur la valse annoncée des coachs en Ligue 1. Et Florent, qui veut toujours défendre ses provinces, veut nous faire ce soir son 11 des fermiers de la Farmers League. Les fermiers sûrs. Fermier sûr. Mais fermier sûr, méga sûr. Il faudra que tu nous expliques ton concept tout à l'heure, sans oublier le reste de l'actu de ce lundi. Bien sûr, le 32-16 est ouvert, direct studio également. Daniel, on peut y aller. Je pense que le premier gros dossier, c'est le dossier gouvernance, évidemment. Exactement. Et en introduction de ce dossier gouvernance, donc la semaine dernière, on en a beaucoup parlé. Alors, je ne sais pas si vous préférez le terme de réforme ou de révolution. Nous-mêmes, on était un petit peu entre les deux. On ne savait pas trop. Mais en tout cas, le sentiment que j'ai eu, c'est qu'on a parlé des anciens présidents de la Fédé. Entre ceux qui étaient des gens sympathiques, mais qui, à mon sens, ça n'engage que moi, n'étaient pas à la hauteur de la fonction, ou ceux pour qui la fonction se résumait à se regarder dans une glace, à signer des contrats et à s'occuper simplement de l'équipe de France et de ce qu'elle pouvait rapporter, on a été pauvre en président de la Fédé. Quand j'ai vu ce que vous avez mis en place au moment de votre élection et cette réforme annoncée la semaine dernière, je me suis dit, enfin, dans l'histoire de l'After, après 20 ans, on va peut-être avoir ce que j'ai toujours espéré, un vrai patron dans le football français. Est-ce que c'est votre intention de montrer que vous êtes le patron du football français ? Bon, en tout cas, moi, ce que je souhaite, puisque le destin m'a amené à la tête de la Fédération française de football, c'est d'être utile et de faire des choses. C'est pour ça que depuis maintenant un peu plus de 2 ans, je pense que j'ai lancé une série de réformes du football français, amateur et puis plus récemment pro. J'ai créé une ligue féminine de football professionnel. Je viens de lancer le chantier pour créer une Ligue 3 professionnelle. Je viens de lancer ce projet de réforme qui est, je crois, une vraie révolution pour la gouvernance du football professionnel. Donc, vraiment, l'idée, c'est de faire bouger, faire en sorte que la fédération soit en phase avec son temps. Quand moi, je vais sur le terrain, j'entends les présidents de clubs, amateurs ou professionnels, j'entends leurs difficultés, les violences, et donc il faut essayer d'y répondre. Et quand j'ai vu la situation du football professionnel, en très grande difficulté, eh bien, il m'a paru naturel que la fédération agisse. Donc moi, j'essaie dans tous les domaines de faire en sorte que la fédération ne reste pas immobile, qu'on soit utile et qu'on soit au service des 2 400 000 licenciés qui, tous les week-ends, jouent au football parce qu'ils partagent une passion commune. Et moi, mon rôle, c'est d'essayer de faire qu'ils puissent partager cette passion dans les meilleures conditions. Alors, comme on ne va pas avoir beaucoup de temps, on va laisser de côté les licenciés et le football amateur et s'intéresser à la réforme que vous voulez faire dans le football professionnel suite au nouveau désastre des droits télé, aux retraites d'Azone, à l'incompétence désormais affirmée, confirmée du patron de la LFP, donc à cette LFP qui est amené à disparaître. Qu'est-ce que vous récupérez? De quoi vous allez vous... On va essayer d'être très concret pour que les gens comprennent tout. Comment vous voyez le football professionnel dès le mois de septembre? Où est-ce qu'on va voir le foot? Combien ça va coûter? Mais ça a été un sujet toute l'année. Les gens étaient catastrophés du prix que ça coûtait. L'IPTV explose. Ça n'a jamais été aussi important. Voilà. Pour être très concret, vous parlez de l'IPTV, il y a
et pour le coup, la Ligue a poussé beaucoup ce dossier-là. Je la soutiens là-dessus. Il y a le 10 juin une proposition de loi qui va passer au Sénat et qui vise à renforcer la lutte contre le piratage pour que on puisse bloquer quasiment instantanément ce piratage, parce qu'effectivement la France est très en retard par rapport à l'Italie, par rapport à l'Angleterre sur ces terrains-là, et donc dès le mois de juin, il va y avoir des dispositions nouvelles qui vont être mises en place. Ensuite, deuxième sujet où on va voir la Ligue 1. Bon, on vient de nommer Nicolas Taverneau à la tête de LFP Média, qui est la structure qui gère les droits audiovisuels, et il a jusqu'à la fin du mois de mai pour discuter avec... C'est demain, on y est. Oui, Okay. Jusqu'à la fin du mois de mai, pour discuter avec les différents opérateurs. Qui sont à peu près tous positionnés pour en être. C'est un peu le paradoxe dans lequel on est, parce que justement, on parle des droits télé, et sincèrement, effectivement, les droits télé ne sont pas à la hauteur de ce qu'on pouvait espérer, mais aussi en décalage énorme avec l'Italie. Est-ce que vous pensez qu'il y a l'Italie au championnat italien est 3 fois meilleur que celui français? Malheureusement, c'est plus la question aujourd'hui, M. Diallo. Aujourd'hui, il faut faire face à la difficulté, il faut déjà trouver un partenaire. On y fait face de manière, je pense, très concrète. Donc, Nicolas Taverneau voit tout le monde actuellement. Et ce qui est assez réjouissant, c'est qu'il y a énormément de candidats. Ça, c'est vrai. Pour énormément de candidats. C'est une agréable surprise. Mais ça montre que notre championnat est parfois sous-estimé. Vous suivez le championnat, vous voyez des bonnes équipes, vous voyez des bons joueurs. On va donner des chiffres tout à l'heure, il n'y a jamais eu autant de monde dans les stades. Moi, je dis que la France, de ce point de vue-là, est parfois sous-estimée. 28 000 spectateurs quasiment de moyenne. Des stades que personne en Italie, par exemple, a. Une formation qui reste une des meilleures du monde, avec des joueurs qui jouent dans les meilleures équipes du monde. Diallo, c'est pas ça le problème. On peut tous être d'accord là-dessus. Le problème, c'est comment ça a été géré, ce qu'a fait le président de la Ligue, les partenaires qu'il a choisis, le prix qu'ils ont annoncé, à tel point que les gens qui vont dans les stades ne sont pas prêts à payer les sommes qu'on a données. C'est ça, ça a été ça le drame. Il y a eu au lancement certainement une erreur sur le marché, les tarifs. Aujourd'hui, bien évidemment, je pense que personne n'est prêt à payer 39,90 pour voir du championnat. Ça n'existe nulle part. 39,90 plus l'abonnement. C'est pour ça qu'il y a eu certainement une erreur sur la tarification du marché. Et on va la corriger. Elle va être corrigée parce qu'on n'y était pas dans le marché. Et là, c'est pour ça que moi, je fais confiance à Nicolas Taverneau. C'est un grand professionnel. Il a dirigé longtemps une grande chaîne de télé. Et donc, il connaît ça par cœur. Puisqu'aujourd'hui, une des orientations quand même fortes de la Ligue, c'est demain de créer une chaîne. Alors du coup, cette chaîne, c'est la fédération qui va la chapeauter ? Si on comprend bien la révolution que vous annoncez. Ouais, je précise juste par ailleurs que Nicolas Taverneau est aussi toujours en fonction chez nous, dans le groupe CNS. Très concrètement d'ailleurs, justement pour ça, Nicolas Taverneau, il va répondre, il est sous votre responsabilité ? Moi, je ne suis pas président du football amateur, je suis président du football français. Ouais, mais justement, donc, je suis président de tout le football français. Donc mais ça, on ne l'entendait pas trop avant. Ouais, donc, je le dis. Nous, on avait l'impression que le président, il s'occupait des Bleus. Le football amateur, il envoyait un sac de ballons par an pour se faire élire. Encore une fois. Et le minibus, moi, la fédération, elle a délégué à une ligue professionnelle pour gérer le football professionnel. Donc, il est normal qu'elle ait son indépendance, qu'elle gère au quotidien, et ce n'est pas à la fédération de le faire. Mais quand elle est défaillante, on intervient. Donc, en gros, là, elle est un peu sous tutelle et vous reprenez les manettes. Elle n'est pas sous tutelle. Moi, je travaille en bonne collaboration avec la ligue. Simplement, elle rencontre une difficulté majeure. Et donc, le rôle de la fédération, qui, elle, est garante du long terme, est garante de l'intérêt général, de l'unité du football, c'est d'intervenir. Et donc, j'avais dit, dès l'automne, j'avais dit, le moment venu, je prendrai une initiative. Alors, peut-être que certains n'ont pas beaucoup écouté, mais une fois que ça a été passé, j'ai pris cette initiative à plusieurs titres. J'ai quand même, et je crois que c'est unique dans l'histoire, versé près de 20 millions d'euros au club professionnel. Ouais, c'est vrai, on l'a peu dit ça. Et l'année prochaine. Vous avez filé un coup de main. Mais c'est normal. J'ai pris en charge l'organisation du Challenge des Espoirs, parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui ne peuvent pas jouer dans l'équipe première et qui, pour continuer à progresser, ont besoin de jouer. La fédération a pris en charge ce championnat cette année pour qu'il ait lieu, et c'est un vrai succès. Et ensuite, j'ai dit, moi, je vais proposer un projet. Pourquoi ? Parce que quand CVC est venu créer cette société commerciale à la Ligue, il y avait un projet. Il y avait un business plan, comme on dit, qui prévoyait qu'en 10 ans, les revenus de la Ligue devaient doubler, tripler. Oui, et le milliard et demi. Et j'ai dit au club professionnel, quand j'ai pris cette initiative de les réunir le 3 mars dernier, je pense qu'il n'y a plus de projet pour le football professionnel français. Il n'y a plus de projet. Puisque ce projet de revenus n'est plus là,
qu'une partie des hommes qui l'avaient porté n'est plus là. Et donc, s'il n'y a plus de projet, moi, je vais proposer avec les clubs un nouveau projet pour réenchanter l'avenir. Parce que, en fait, depuis maintenant, et je vais dire depuis la Covid, avec tous les épisodes que vous avez rappelés, le football français subit que des impacts négatifs. Des crises financières. Des crises et des impacts négatifs. Et moi, je pense qu'il faut réenchanter notre football. Le football, c'est du plaisir, c'est de la passion. Et il faut qu'on raconte quelque part une autre histoire. Et pour mais ça, il faut qu'on avoir puisse un le projet. voir. Mais vous il le faut verrez. qu'on puisse le voir sans payer trop cher, que les gens reviennent alors qu'ils sont partis dans le piratage. Il faut peut-être. Alors je partage. Savin Lafont, je partage. Savin Lafont, qui ont beaucoup bossé. Les deux sénateurs, on les a reçus. Ils viennent très souvent ici, nous expliquent. Vous êtes main dans la main avec eux sur leurs idées. Je salue leurs travaux parce qu'ils ont beaucoup travaillé. C'est vrai. Ils sont courageux dans un certain nombre de leurs propositions. Et moi, je discute avec eux pour leur faire des propositions. Ils vous ont tendu le bâton pour la révolution. Mais c'est très bien. Vous avez saisi c'est le bon moment. La balle au bon plutôt. On est aujourd'hui en période d'une crise. Voilà. Même si, encore une fois, il y a beaucoup d'aspects très positifs dans notre football. Et ce que je regrette, c'est qu'on ne puisse pas les mettre. On parle beaucoup de négatifs, mais quand même, je le disais à l'instant, 28 000 spectateurs de moyenne dans nos stades. Et 86% de remplissage cette année. Là, bien longtemps, on était souvent en dessous de 20 000 spectateurs de moyenne. Répartition de l'argent. Il va falloir aller dans le dur. Et puis il faut faire une pub par ailleurs. Donc, on parlait de répartition de l'argent. Répartition de l'argent, c'est pareil. Moi, j'ai proposé au club. Je dis aujourd'hui, ils ont fait une clé de répartition pour une somme de revenus qui était estimée à 1 milliard. Quand on a la moitié, voire moins, ça veut dire que cette clé ne fonctionne plus. Bien sûr. Donc il y a en fait 3 grands blocs. Il y a les droits UEFA, ceux qui jouent les Coupes d'Europe et qui touchent des revenus importants parce qu'en fait nos revenus ont été aspirés par l'international. Et donc cela, tant mieux. Et comme les clubs français ils le méritent, ils sont qualifiés en Coupe d'Europe. C'est parfait, ils le méritent et c'est tant mieux pour les clubs français. Et puis ensuite, il y a les droits internationaux qui sont la seule poche de croissance, puisqu'on est passé en gros de 70 à 80 mais parce qu'on n'était pas 150. Et que le PSG préempte... Et on a les droits domestiques. Et ma difficulté... Les droits internationaux, on peut rester sur ce qu'a dit Gilbert. Est-ce que le président de la Fédé a le droit d'aller dire à Nasser El-Khelaifi que c'est pas lui le patron? Mais c'est pas ce que je lui ai dit. Mais vous faire une petite confidence, je l'ai vu il y a très peu de temps là. Et je lui ai dit que c'est important qu'il n'y ait pas de club qui reste au bord de la route. Merci. Et donc moi je souhaite, et je l'ai dit publiquement devant tous les clubs, que ceux qui ont doivent donner à ceux qui n'ont peut-être rien. Et donc, il faut que les clubs se réunissent. Moi, j'impose rien, mais il faut qu'ils se réunissent pour faire en sorte que ceux qui n'ont accès qu'aux droits domestiques. Et aujourd'hui, les droits domestiques pour l'année prochaine... Pour l'instant, ils sont que dalle. On ne sait pas très bien, mais c'est en tout cas pas loin de zéro. Parce que, monsieur Diallo, juste pour ça, après... non, Flo, s'il te plaît. Alors, je garde ma question pour après. Flo, à toi, comme prévu. Pour rebondir sur ce que vient de dire Philippe Diallo, puisqu'il a vu Nasser El-Khelaifi cet après-midi... Quand vous dites que vous lui avez parlé, moi je vous dis, il ne va pas être d'accord. La clé de répartition, c'est fondamental. Et on sait que si vous laissez trop de liberté, c'est pour ça que je vous demandais si Nicolas Taverneau, si la Ligue allait être, entre guillemets, sous votre tutelle, vous avez très bien répondu, mais là encore, à mon avis, il va falloir plus tordre le bras à Nasser que juste de lui dire ça. Vous parlez de la clé de répartition, on sait que dans d'autres championnats, c'est mieux fait. C'est pas possible de rester sur ces répartitions-là. Et je suis certain que Nasser El-Khelaifi ne sera pas forcément d'accord avec vous. Bon, d'abord, je l'ai dit tout à l'heure, la clé de répartition, elle n'a pas été faite dans le contexte actuel, donc il faut certainement la réviser. D'autant plus qu'encore une fois, ceux qui n'ont accès qu'à des droits domestiques, c'est-à-dire la grosse moitié de la Ligue 1 notamment, risquent de ne pas avoir grand-chose l'année prochaine. Donc moi, je crois qu'il faut réviser ces clés de répartition, il faut que les clubs se mettent autour d'une table pour, au-delà des cas personnels, essayer d'imaginer l'intérêt du championnat lui-même. Je relance juste... se mettre autour d'une table, si vous laissez les clubs faire, vous avez vu ce qui s'est passé depuis quelques années. C'est quand c'est Nasser, on a vu la fameuse visio, c'était Nasser qui coupe la parole. D'abord, je voudrais dire que ne faisons pas porter trop de responsabilités à Nasser et au PSG, qui aujourd'hui est quand même le porte-étendard du foot français, et dans 15 jours, ils vont jouer une finale de Ligue des Champions. Ça, on est tous d'accord là-dessus, et on est tous contents de ça, enfin les supporters du PSG. Mais dans le même temps, il ne peut pas écraser la CVC, la répartition, elle est insupportable pour l'OM et Lyon qui se sont laissés marcher dessus et les autres. Et si en plus les droits domestiques, il ne comprend pas qu'en plus c'est bon pour le business, les Anglais, comment sont les Anglais? Ils ne sont pas communistes, les Anglais. Moi, je partage cet avis-là parce que je regarde le championnat anglais, une clé de répartition en gros de 1 à 2 entre le premier et le dernier. L'Allemagne, pareil. Et ces deux championnats
qui sont exemplaires. Bah oui. L'Angleterre, Mais- parce que c'est mais le premier championnat la du monde, NBA, et les les États-Unis, Allemands. Vous tous les voulez champions- arriver à tous les une telle championnats font ça, répartition? hein. Je crois qu'il faut que les clubs rediscutent, et en tout cas, au moins temporairement, pour que tous les clubs puissent traverser la crise dans les moins mauvaises conditions possibles. Et puis ensuite, je pense qu'il va y avoir un rebond. C'est ça à quoi on travaille, à la fois sur le projet de gouvernance, sur le projet de chaîne, avec Nicolas Taverneau, pour qu'on prépare un rebond. Mais ça ne va pas être ce rebond dans les 15 jours. Ça va prendre un peu de temps. Parce qu'il faut reconstruire et une confiance avec nos supporters, avec les téléspectateurs, avec les abonnés, avec tous les fans du foot. Il faut reconstruire ça et ça va nous prendre un tout petit peu de temps. Dans ce temps-là, il faut qu'il y ait une vraie solidarité qui s'exprime entre tous les clubs. Les auditeurs et téléspectateurs de l'After sont évidemment toujours à l'écoute de la façon dont ils vivent le football. Ouais. Donc évidemment, ils ne sont pas contents d'avoir à changer d'opérateur tous les ans depuis quelques années, ça coûte trop cher, il faut avoir plusieurs abonnements, etc. Cette future chaîne, nous on avait lancé une idée dans l'After il y a quelques temps, on avait dit mais en fait il faut tout mettre. Il faut y mettre la Coupe de France, il faut y mettre la Ligue 1, la Ligue 2, la Ligue 3, les féminines. Est-ce que le projet que vous avez en tête va dans ce sens ? En tout cas, je pense que pour l'instant, le travail se fait autour de la Ligue 1 parce que c'est le produit phare. Mais je pense que d'avoir, comme vous l'aviez suggéré, quelque chose qui permette à un fan de foot, peut-être demain, de voir des sélections de jeunes, de voir la chaîne du foot français, d'avoir du futsal, de voir le foot français dans son ensemble, je pense que ça peut avoir du sens. Alors, je laisse les experts tels que ceux qui sont à l'œuvre aujourd'hui à la Ligue nous présenter des projets, mais je pense qu'à terme, il y a peut-être du sens aussi dans cette approche pour permettre d'avoir accès à tout le football dans sa diversité. Les contenus de FFF TV qui sont très regardés sur les championnats nationaux et autres peuvent être aussi intégrés à cette offre. Je pense, moi, demain, par exemple, je pense en 2026-2027, lancer une Ligue 3 professionnelle. On aura besoin d'un diffuseur pour des très beaux clubs qui vont jouer ce championnat. Ben, il y a là aussi peut-être une nécessité d'exposition pour ça. Parce que le football, malgré tout ce qui s'y passe, reste quand même formidablement populaire. C'est des dizaines de millions de gens qui aiment le football. Et donc, si on leur donne un accès où vous avez tout, où vous avez un prix attractif, raisonnable, qui corresponde à leur capacité, eh ben je pense qu'il y a une capacité importante de rebond et peut-être que les abonnés qu'on n'a pas eu là, peut-être que demain on fera mieux. Dites-moi, M. Diallo, excusez-moi, petite parenthèse, parce que je pense à un truc. Samedi soir, il y a la finale de la Coupe de France. Finale de la Coupe de France. Vous y serez forcément. Ah oui. C'est vous qui remettez le trophée. Absolument. Avec le président de la République, effectivement, qui traditionnellement est là. Parce que samedi soir, le PSG était champion de France, le président de la Ligue, c'est pas lui qui a remis le trophée, c'est Nasser Al-Khelaifi tout seul. Oui, il s'est remis le trophée à lui-même. C'est quand même quelque chose de complètement scandaleux, non ? En tout cas, je pense qu'une institution doit remettre son trophée au vainqueur. Et comment on explique ça ? Vous avez une explication ? On n'en a pas eu d'explication. Monsieur Diallo, je me suis posé la question de savoir si c'était vous qui alliez remettre le trophée de la Ligue samedi dernier. Non, parce qu'on m'aurait accusé d'imposer. Donc je reste à ma place. On a vu Gianni Infantino remettre le trophée de la Coupe d'Afrique récemment, donc tout est possible. Moi, je pense que c'est le trophée de la Ligue et il est naturel qu'un représentant de la Ligue doive remettre ce trophée au club vainqueur. Voilà. Je rebondis sur la finale de la Coupe de France, parce qu'il y a un sujet Stade de France. Le Stade de France, c'est a priori la maison numéro 1 de l'équipe de France, elle a été championne du monde, etc. Bon. Aujourd'hui, il y a un nouvel opérateur au Stade de France, JL Events en l'occurrence. L'accord semble pas tout à fait fluide. Il faut que vous nous fassiez un point. Qu'est-ce qui va se passer dans les mois et les années qui viennent ? Est-ce que le Stade de France va rester la maison des Bleus ? Ou est-ce que, après tout, ce ne serait pas un scandale, l'équipe de France, comme par exemple ça se fait en Italie, va aller se balader un peu partout, à faute d'accord entre JL Events et la FFF ? JL Events s'impatiente. Oui. Moi, en tout cas, je pense que comme beaucoup de fans des Bleus, j'adore le Stade de France. C'est là qu'elle a décroché quelques-uns de ses plus beaux succès, notamment cette fameuse Coupe du Monde. Vous l'aimez vraiment, le Stade de France, vraiment, parce que vous savez qu'il y a, pour le dire la vérité, on n'est pas des grands fans, même s'il y a de grands événements. Cette année, vous savez, parce que le stade a été pris pour les Jeux Olympiques, on a amené, entre guillemets, l'équipe de France à Metz, à Marseille, à Bordeaux, à Lyon. Et moi, j'adore ça. Parce qu'on a amené l'équipe de France au plus près de ses fans. Et les gens, quand vous allez en province, chez eux, avec l'équipe de France, c'est formidable. C'est génial. Donc ça, moi, déjà, j'aime ça. Mais en plus, économiquement, parce qu'il faut vous parler un peu de ça,
On a joué toute l'année avec une jauge moyenne qui était à 40 000 spectateurs. Stade de France, c'est 80 000. Donc c'est moins intéressant. J'ai fait une marche 5 fois supérieure. Oh. Donc, ça veut dire que... En allant dans les stades de province ? Oui, Oui, parce que ça coûte parce plus que cher. les conditions qui sont faites oui. à la Fédération française de football, comme celle de rugby, mon collègue Florian Grill, ne sont plus du tout adaptées. Nous avons pendant des années joué dans un stade de France où finalement, malgré le fait que l'équipe de France remplisse ce stade, nous n'en avons pas tiré les fruits. Ah ouais ? Et donc, j'ai dit aux opérateurs, nous, on veut venir, mais dans des conditions qui soient mieux équilibrées. Il serait logique que l'argent que les supporters mettent pour acheter un billet aille dans les caisses de la Fédé plutôt que dans les caisses de GL Event. C'est pas tout à fait le cas. Mais... Et c'est pour ça que je n'ai pas signé pour l'instant avec GL Event. J'espère que peut-être demain on trouvera un accord. Mais je veux aller au Stade de France, mais dans des conditions. Mais en plus, ce serait pas dramatique d'être itinérant. Vous êtes assez serein parce que vous avez l'option en province. C'est pour ça que économiquement, le fait d'avoir été en province, et encore une fois, vis-à-vis de notre public et de nos fans, c'était une très bonne chose, mais économiquement, ça a été aussi une bonne chose. Donc c'est pour ça que je n'ai pas d'impatience, je n'ai pas de rejet du Stade de France ou de celui qui l'aura demain, mais on ira dans des conditions qui sont équilibrées, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. On peut revenir à la LFP, il y a un dossier qu'on n'a pas abordé, c'est celui de CVC. Ouais. J'ai dit tout à l'heure, quand ils sont arrivés, la Brune nous a vendu les sauveurs du foot français. Il faut quand même qu'ils prennent à chaque fois 13%. On peut renégocier ça ou on peut pas. Quel va être leur rôle demain ? Il faut être main dans la main avec eux. Ils vont rester, ils veulent s'en aller. Enfin, on en est où avec eux ? Avec eux, d'abord, il faut quand même se rappeler que nous sommes allés les chercher. Oui. Ils sont venus. Ils ont mis et ils ont mis des moyens économiques très importants pour sauver le football français qui subissait les contre-coups de Mediapro. Donc d'abord, il faut reconnaître ce qu'ils ont déjà apporté au football français. Eux ne sont pas responsables de la fameuse répartition pourrie qui en est ressortie. Ce n'est pas eux. Aujourd'hui, en revanche, ils ont décroché un bon deal, on va dire, parce que 13% à vie. Ils ont décroché un bon deal, mais peut-être dans une période où ils avaient la main. C'est pas forcément une super idée, on ne va pas revenir dessus. En tout état de cause, moi je sais que je les vois régulièrement. Et dans le projet que je porte pour le football français, il faut que tout le monde s'aligne. Les clubs, parce qu'il faut un consensus, il n'y avait pas assez d'unité entre les clubs, il faut la reconstituer, et il faut que CVC soit de la partie. C'est pour ça que dans tout ce que j'ai proposé, je les ai vus en amont pour leur dire voilà où je veux aller, et ils sont d'accord. Et donc c'est pour ça qu'il faut recréer cette unité avec un partenaire qui va être là pour longtemps, CVC, avec les clubs, avec la fédération dont je souhaite qu'elle joue un rôle plus important à l'avenir, pour garantir l'intérêt général, justement. Et donc, c'est cet alignement qu'on est en train de faire. Et les 13%, ça peut faire partie de cet alignement ? Enfin, une renégo sur le pourcentage ? Aujourd'hui, il n'en est pas question. Ils ont un contrat, il faut respecter leur contrat. Bon, je reviens aux autres sujets, parce que là, pareil, le temps passe vite. On a eu un sujet d'actualité ce week-end avec une nouvelle fois une journée de lutte contre l'homophobie qui a fait l'objet de débats, de certains joueurs qui n'ont pas voulu s'associer. À Nantes, donc on a un joueur qui s'est porté pâle, d'autres qui ont caché le fameux logo, Mathilde Chalion, il y a un joueur égyptien du Havre aussi. Et puis il y a d'autres interrogations, parce que par exemple à Rennes, on ne sait pas où est passé Altamari, et l'année dernière, on ne sait pas non plus où il était passé ce week-end-là. En tant que patron du foot français, comment est-ce que vous avez vécu ce week-end et quel message vous avez envie de faire passer après tout ce qu'on a constaté là ? Pour moi, le message, il est juste l'inverse. Il se trouve que ce week-end, dimanche, pour la première fois, à Clairefontaine, on a fait ce qu'on appelait le tournoi des fiertés. Nous avons invité la Fédération française, 8 équipes qui défendent une cause importante qui est la lutte contre l'homophobie, et on les a fait faire un tournoi. Et donc j'ai souhaité que la fédération accueille, parce que le football, c'est un lieu de rassemblement. Il faut que toutes et tous puissent venir jouer au football. Et donc ceux qui, dans ces joueurs pros, n'ont pas souhaité ou ont caché, ils se trompent. Ils se trompent parce que il s'agit de lutter contre l'homophobie. Est-ce qu'ils cacheraient... Faudrait les sanctionner ? J'ai vu que des clubs ont pris l'initiative de le faire. Les clubs le font. Mais est-ce que demain, par exemple, si on faisait une économique opération, en l'occurrence, mais là, la fédération pourrait dire tiens, suspension, par exemple. Si on faisait une opération demain, par exemple, contre le racisme, ils cacheraient le badge. Donc moi, je crois qu'ils se trompent. Et ce qui est bien dommage, c'est qu'aujourd'hui, l'homophobie, c'est un délit. C'est comme le racisme.
Et donc, on ne peut pas dire qu'on a des idées. Non, c'est un délit. Donc, il faut lutter contre ça. Et ce qui me chagrine, c'est que 99% des joueurs l'ont fait. Et que c'est une superbe opération. Et à la fin, on ne retient que les quelques joueurs que vous avez cités qui gâchent et qui nuisent à l'image du football. Sur ce dossier, il faut dire qu'il y a beaucoup d'ateliers qui sont faits à destination des jeunes dans les centres de formation, que très souvent ça se passe très mal. On a des retours sur le terrain qui sont assez catastrophiques. D'autres réussissent à instaurer un dialogue et ça finit bien. Sur le dossier de ce week-end, il y a une nuance quelque part qui est introduite de plus en plus. Pour certains, c'est une fausse excuse. C'est quand on fait le match contre le racisme, il y a le patch, on va dire, non au racisme. À mon sens, le gars qui le met un scotch dessus, c'est qu'il est raciste. Dans le patch de lutte contre l'homophobie, on met en avant le drapeau LGBT, les couleurs LGBT, en disant ça n'est pas qu'un combat, il y a également une connotation politique. C'est une nuance qui est introduite déjà depuis l'année dernière ou il y a 2 ans. Mais pourquoi on ne fait pas un truc plus simple pour claquer un peu le beignet de ceux qui cherchent à s'engouffrer dans cette brèche-là, en faisant un truc qui, je crois, avait été évoqué à la Ligue, et je ne sais pas pourquoi c'est revenu, alors qu'il me semble que l'année dernière, on avait juste le patch « Stop homophobie ». Et là, celui qui ne le met pas, c'est qu'il est homophobe, exactement comme celui qui ne veut pas porter le stop au racisme. Et je trouve que ça simplifierait le discours et ça ne donnerait pas de grain à moudre à ceux qui veulent dire mais nous on n'est pas progressistes comme ça, on n'est pas ceci, on n'est pas cela. Même si je précise quand même que Camara l'année dernière à Monaco, le stop homophobie, il a quand même mis le scotch dessus. Mais bon. Moi je crois encore une fois, il faut être clair, il ne faut pas finasser avec ce type de sujet. Je l'ai dit, nous ce week-end on avait ce tournoi, c'est la première fois que ça se fait. Avec toutes les associations qui étaient présentes. On a formé, vous parlez d'éducation. Cette année, on a sensibilisé avec des modules de formation 140 000 jeunes. 23 000 éducateurs qui ont, sur des modules qu'on a travaillé avec des associations, été sensibilisés à ces éléments-là. Parce que moi, je ne veux pas de ça dans le football. Si on veut, et je parle à la fois en valeur, mais je parle aussi en image. Bien sûr. Le football, c'est la maison de tout le monde, c'est une terre d'accueil pour tout le monde. Et donc, il nous faut à la fois éduquer, former, accueillir, mais aussi être intransigeant. C'est pour ça que moi, j'irai en juillet au rassemblement des arbitres, Ligue 1, Ligue 2, avant le début de saison, pour leur dire le souhait qu'on aurait pour la saison prochaine en matière d'arbitrage, mais aussi pour rappeler les protocoles qui existent. Moi, j'en ai assez de ces chants dans les stades, qui sont des chants d'injures. Je vais dans les stades depuis que j'ai l'âge de 6 ans. J'ai été dans les tribunes de supporters, donc je sais ce que c'est. Mais il faut un moment comprendre que la société a changé. Il faut un moment comprendre qu'on devient ringard en faisant ça. Vous pouvez imposer l'arrêt des matchs ? Je pense qu'on peut, en tout cas, interrompre les matchs. Ça a été fait, je crois, à un OM Saint-Étienne qui s'est arrêté. Je pense qu'il faut qu'on soit très vigilant sur ces questions-là. Parce qu'il n'y a pas de raison qu'en Angleterre, en Allemagne, pour reprendre ces exemples-là, on puisse être dans des stades où il y a 40 000 personnes et que ça se passe bien. Eh ben, nous, en France, on doit aussi avoir cette intransigeance. À propos d'arbitrage, vous êtes satisfait du VAR en tant que président de la fédération ? Bon, il y a des polémiques, évidemment. L'arbitrage, c'est un éternel recommencement. Bon, il ne devait plus en avoir avec le VAR. La justice devait apparaître. Entre guillemets, on a déplacé un peu les problèmes. Je sais merci de le dire. On a déplacé un peu les problèmes, donc je les vois bien. Et vous les voyez encore mieux que moi. Je sais qu'on est, même à la FIFA, ils réfléchissent sur des nouvelles innovations pour le hors-jeu, pour savoir comment on le juge. Bon, voilà. Je pense que ça a gommé, malgré tout, une grande part d'erreurs. Aujourd'hui, par exemple, moi, j'étais à l'Euro, en Allemagne. Il n'y a pas eu une contestation sur un hors-jeu. C'est-à-dire que vous avez fait un tournoi entier sur lequel, par exemple, le hors-jeu n'a pas été un élément de perturbation du résultat final. Bon, donc il y a des progrès, mais il n'y a pas toujours les bonnes. On a vu cette saison un certain nombre d'actions, lorsqu'on les revoit, on se dit comment c'est possible. Sur l'arbitrage plus généralement, il y a eu beaucoup d'idées avancées, énoncées, notamment sur la sonorisation des arbitres. Ouais. Est-ce que ça, c'est toujours dans les tuyaux d'ailleurs cette année parce que c'est vrai que, par exemple, on le voit là aussi dans d'autres sports, comme au rugby, sur l'explication, entre les joueurs et les arbitres ou entre les arbitres et le public. Est-ce que vous Je suis à deux. Non seulement je suis pour, mais j'ai obtenu l'autorisation de la FIFA de le faire.
nous avons, avec Anthony Gauthier, le directeur de l'arbitrage, formé les arbitres. Et ça aurait pu se mettre en place dès cette saison. DAZN va être content d'entendre ça. Ils ont demandé à la Ligue il y a 6 mois, personne ne leur a répondu. Ce n'a pas été possible parce que la Ligue n'a pas été en capacité de pouvoir sonoriser les stades, qu'il y avait la crise économique que nous connaissons. Mais sachez qu'on est prêt. C'est-à-dire que dès que la Ligue nous dit on le met en place, eh bien, on est en capacité parce qu'on a les arbitres formés, on a l'autorisation de la FIFA. Donc, et je pense que c'est un élément supplémentaire d'explication pour le public qui est au stade. Bon. On arrive à la fin. Oui, Coupe de France, à quoi ça sert d'avoir enlevé la prolongation, franchement? Il faut nous la remettre, la prolongation. C'est celle du football. Il y a de moins en moins de matchs, là. Il y a beaucoup, vous savez. Il n'y a plus la Coupe de la Ligue. On est passé à 18 clubs. Alors, franchement, 18 clubs, d'ailleurs, on pourrait revenir à 20 ou remettre la Coupe de la Ligue. Il y a des périodes sans match. Mais vous savez, là aussi, c'est un débat un peu éternel parce qu'en fait, on nous dit d'un côté qu'il y a trop de matchs. Mais c'est pas vrai. Et en fait, il y a trop de matchs pour peu de clubs et peu de joueurs. Moi, j'ai beaucoup de joueurs. Il y avait plus de matchs. D'où l'idée de retour de la Coupe de la Ligue, peut-être. Aujourd'hui, il y a beaucoup de clubs qui ne jouent pas assez. Quand vous êtes à 18, ça fait 38 journées. Si vous êtes sorti de la Coupe de France prématurément, vous jouez 35-36 matchs. C'est pas assez. C'est pas assez. Et donc, de ce point de vue-là, il y a certainement une réflexion pour voir comment on peut faire en sorte. Vous allez réfléchir à quoi? À éventuellement soit repasser à 20, soit remettre la Coupe de la Ligue et la prolongation en Coupe de France, on la remet. Moi, j'ai dit que j'étais pour la revaloriser, la Coupe de France. Donc, est-ce que c'est un élément pour la revaloriser? Mais ça, c'est un combat. Vous avez beaucoup de combats. D'ailleurs, vous verrez, dans 8 jours, il y aura une vraie revalorisation de la Coupe de France. Pourquoi? C'est quoi? Préparer une surprise? Vous verrez, voilà. Le jour de la finale? On le saura le jour de la finale. Autour de la finale. Et vous parlez beaucoup de gouvernance, c'est normal, il y a eu des gros sujets comme ça, mais c'est vrai qu'on a besoin de parler de sportifs. C'est pour ça qu'on vous parle de prolongation de la finale, c'est des choses qui parlent aux gens. Et à l'inverse, dans les réformes, Coupe de la Ligue, si elle revient, très bien. Il y a des très grands commentateurs de la Coupe de la Ligue qui ont existé sur la planète. Mais en dehors de ça, la Ligue, en revanche, je suis pas contre autour. La question, c'est juste de trouver un diffuseur. Ouais. Vous avez votre chaîne maintenant. On va mettre là-dessus. Et la question, en revanche, dans les choses à éviter, c'est le fameux idée là dont on a entendu parler de play-off de fin de saison sur la Ligue 1, parce que là, pour le coup, ça n'aurait pas vraiment de sens. Faites pas ça. Non, mais je vais vous dire, dans le travail que j'ai lancé en mars, quand il m'a été restitué le 12 mai dernier, Damien Comely, le président du TFC, qui a mené ses travaux comme animateur, avait donné carte blanche. C'est-à-dire demander au club quelles sont les idées qui vous paraîtraient capables de revaloriser nos championnats. Donc, il y a beaucoup d'idées qui sont sorties. Et tant mieux, ça ne veut pas dire qu'on va les appliquer dans la minute. Il y avait une petite synthèse, effectivement. Dernière question, parce qu'il faut qu'on arrête. Est-ce qu'au milieu de tous ces dossiers, vous avez eu le temps de voir Zidane et de prendre rendez-vous et de vous mettre d'accord? Je crois que c'est déjà calé, il n'y a pas besoin de rendez-vous. Donc, vous savez très bien qu'en la matière, moi j'ai beaucoup de respect pour ce qu'a fait Didier Deschamps, même si je sais que c'est parfois... Et donc, j'ai dit... vous en parlez au passé, là, vous avez dit ce qu'il a fait. Parce qu'il a annoncé lui-même qu'à la fin de la Coupe du Monde 2026, c'est pour ça qu'on vous pose la question. Et moi, j'ai dit que je serai prêt, nous serons prêts pour la succession. Donc, ne vous inquiétez pas, le moment venu, tout sera en place pour que la succession de Didier Deschamps soit assurée. Mais là, on est dans une période où on va jouer le Final Four en Allemagne, contre l'Espagne. La Ligue des Nations, vous voulez dire. Et la Ligue des Nations, et on a ensuite la Coupe du Monde. Et ces deux objectifs, moi je veux que Didier, son staff, soient dans les meilleures conditions pour pouvoir nous amener là où on doit être à chaque fois. Vous pensez que ça va le troubler si on dit que c'est Zidane alors que tout le monde le sait? Non, mais je crois qu'il faut... Il est solide. Il est solide, heureusement, parce qu'il a été taquiné, je vais dire, quelquefois. Il nous a aussi taquiné. Si vous lui mettez en plus Dugarry comme adjoint, Deschamps, là, il va faire la gueule. Non, mais c'est un super sujet. Moi, d'abord, je vous dis, je suis concentré là aussi avec lui sur l'Espagne. L'Espagne, c'est un peu notre bête noire. Oui, c'est vrai. Chez les filles, on a perdu la finale de la Ligue des Nations contre l'Espagne. On a perdu la demi-finale de l'Euro contre l'Espagne. Et on a perdu la finale des Jeux Olympiques contre l'Espagne. Oui. Donc, ces trois trucs, si on les avait gagnés... Alors, à Deschamps, dans ce cas-là, si vous discutez foot et France-Espagne, dans ce cas-là, il faut juste lui dire de ne pas trop blinder le milieu et puis d'essayer de mettre des joueurs qui jouent. Puis peut-être qu'on a une chance de rivaliser. Je crois, pas me tromper, vous êtes un supporter historique du FC Nantes. Vous savez ce que c'est que le jeu. Des fois, on aimerait s'amuser un peu plus avec les Bleus. Depuis il y a quelques années.
Le Bah, jeu, j'ai le dit jeu que vous avez supporter vu, historique. le jeu Quand que il vous avez était vu dans jeune, les il était tribunes. nantais. Parce que maintenant, il y aura aussi un débat à avoir sur le FC Nantes actuel. Bon, merci d'être venu en tout cas, Je Philippe laisserai Diallo. mener ce débat-là. Merci d'être Philippe venu, Diallo. c'était très intéressant. On a Merci essayé Merci d'aller à à l'essentiel, hein, de Merci rentrer toutes les questions importantes en 40 minutes. Merci beaucoup Et on pour attend votre donc cette invitation. fameuse révolution, hein, monsieur Diallo. On a Absolument. besoin d'un patron dans le foot français. Ben oui. Et n'oubliez pas qu'au départ, on était sceptiques, nous, vous le savez, parce que je vous l'ai dit. Parce qu'on Mais pensait que vous étiez l'homme de l'ombre derrière Noël Le Graët, et nous, Noël Le Graët, c'est pas notre ami. Mais Donc je suis très content de voir que vous vous affirmez comme le patron du foot français, parce qu'on en a besoin. encore une fois, je me lève pas des matins avec des lubies. J'essaie d'avoir une analyse du football et de proposer des solutions. Et si vous regardez ce que je fais depuis maintenant un peu plus de 2 ans, il n'y a que ça. J'ai réformé l'arbitrage, on en a parlé. Mais aujourd'hui, l'arbitrage il est complètement différent il y a 2 ans. Les féminines, le futsal, tout le foot pro. On est dans un élément aujourd'hui de réforme générale. Une idée, pousser le futsal pour les JO versus le vrai foot. Eh ben, vous voyez, c'est l'idée que j'ai déjà soumise à Gianni Infantino et au JO parce que Très bonne je idée. pense que c'est quelque chose qui séduit notre jeunesse, Ouais, qui a un grand je suis avenir. d'accord. Ça ne va pas se faire parce qu'on m'a déjà répondu, ça ne pourra pas pour Pour les prochaines. les Los JO Angeles. à Los Angeles, mais il y a de fortes chances que ça soit à Brisbane ensuite. Très bien. Très bien. Merci beaucoup Philippe Diallo, à très bientôt dans l'after. Merci beaucoup.